Bonjour, c'est la première fois que j'interviens ici. Est-ce que tout le monde est product manager? Alors, qui ne l'est pas? Pas mal, quand même, un bon tiers. Ok. Est-ce que tout le monde a entendu parler de Persona? Alors, c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Du coup, il faut pas poser la question, en vrai. Donc, au hasard, je ferai des petits rappels. Je vais vous parler d'un retour en fait de ce qu'on fait à Dataiku, de ce qu'on a tenté avec les personas, des endroits où ça a coincé, et du coup de ce qu'on a essayé de mettre en place. Voilà. Alors rapidement. Donc moi je m'appelle Kenji Lefebvre. Je suis pas né product manager. J'ai fait plein de choses avant. J'ai fait une thèse en maths et puis ensuite j'ai fait des films documentaires. Je me suis promené. J'ai fait un peu d'informatique, un peu d'informatique et depuis très récemment je suis product manager. Donc plutôt novice en la matière et j'ai commencé donc il y a quelques années par dire des choses entre autres sur les personas. Alors persona en fait c'est simplement un caractère, un personnage fictionnel, d'accord, qu'on utilise souvent en product management pour représenter les différents types d'utilisateurs, certains qu'on choisit particulièrement. Et en général, ça ressemble à une petite fiche où on met une photo, on a un nom, on a une histoire personnelle, etc. On essaie de le rendre un petit peu vivant, d'accord? C'est ça un persona. Et je vais vous parler de persona à Dataiku. Donc, je commence par vous présenter un petit peu Dataiku. Le O a sauté, c'est pas grave. Qui connaît Dataiku? Ah, c'est bien, pas mal. Je peux quand même. Alors, attendez, hop. Donc, Dataiku, c'est une plateforme de data science collaborative. D'accord? On a un seul projet à Dataiku, on est une startup qui a 4 ans, et on fait de la data science, c'est-à-dire tout un tas de choses qui mélangent du machine learning, de l'intelligence artificielle, des technologies de big data, c'est-à-dire la capacité à gérer des gros volumes de données, de l'ETL, ça c'est grosso modo de l'extraction de data, on la transforme, on la remet, il y a de la data préparation visuelle, on code aussi, ça c'est exprimé par le mot notebook. On fait de la data vis, donc c'est un produit, disons, assez lourd, qui fait beaucoup de choses, d'accord? Et les types d'utilisateurs, ça va du développeur à ce qu'on appelle un business analyst, qui est souvent quelqu'un qui utilise Excel et qui est en cravate ou pas. Et un data miner, ça c'est, disons, historiquement des gens qui manipulaient de la data et qui essayaient d'en extraire des informations importantes. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on fait. C'est plutôt finalement très technique. Hein. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai parlé de data, j'ai parlé de techno, j'ai parlé de gens qui travaillent là-dessus, mais qu'est-ce que les gens viennent y faire? C'est pas très facile à caractériser. C'est pas comme Doctolib où finalement on met en rapport un praticien de médecine avec quelqu'un qui veut prendre un rendez-vous. Et il s'agit de trouver le créneau commun. D'accord? L'objet est extrêmement simple à caractériser. Là, c'est un peu plus dur. On fait ça de manière collaborative, c'est-à-dire tout le monde travaille en même temps sur la plateforme et on va jusqu'à la production, d'accord? En pratique, les écrans, pour vous montrer un petit peu, pour vous ayez une idée un peu plus visuelle, donc on a des espèces de flots de données, puis on a des datasets et on aura des modèles d'intelligence artificielle et puis ces choses-là se combinent. On peut coder, on a des outils visuels, d'accord? Et puis on peut faire de la data vis, d'accord? Ça ressemble un petit peu à ça. Alors, les personas, ça sert à plein de choses, d'accord? Mais pour faire vite, ça sert pour comprendre le marché. On fait un effort de se dire qu'est-ce qu'on choisit comme persona. Ça sert en leur donnant, disons, une histoire fictionnelle, à avoir de l'empathie, à comprendre, avoir une certaine comprendre ce que c'est que l'émotion de ces gens-là, d'accord? Ça va faciliter la compréhension de ce que sont les utilisateurs et le communiquer aux autres. Dans le produit, en choisissant des personas, on va avoir des focus du coup clairs. Donc, on va comprendre la valeur, la solution. On va écrire des histoires aussi. Et puis finalement, on va pouvoir, avec ces personas, potentiellement, dans un monde idéal, communiquer avec des gens autour, dans la boîte, etc. Ça va simplifier ce processus, d'accord? Donc ça peut couvrir un peu tout ça. En produit, on peut faire plus ou moins, disons, de ces tâches. Alors souvent, si on regarde dans la littérature, on va dire que pour un produit, il peut y avoir plusieurs personas, mais on en choisit un principal. Je ne sais pas si à Doctolib, c'est la personne qui prend rendez-vous ou le docteur. Enfin, disons, selon disons, l'interface, il doit y avoir au moins un persona principal. Chez Blablacar, ça sera évident, le persona. Quelqu'un qui veut. Après, il peut y avoir des caractéristiques différentes.
Alors ça va bien dans le cas où en fait l'application, elle est une solution pour une verticale très très précise, d'accord? Quand c'est un peu plus flou, et c'est le cas dans ce qu'on fait, vous imaginez un petit peu la suite, par exemple Adobe pour faire du graphisme, etc. Il y a des tas d'outils à l'intérieur, et en fait il y a plein de gens divers qui vont venir faire des choses différentes. Et ce qui est particulier, c'est que en fait, ce que viennent faire les gens, c'est qu'ils viennent créer leurs propres produits dans nos outils, d'accord? Donc c'est eux qui ont la vision, en fait, de ce qu'on fait. C'est pas nous qui détenons en fait ce que fait l'objet. C'est les utilisateurs qui viennent et qui vont le définir. Et ça, c'est différent. C'est différent parce que du coup, ce que ça implique, c'est que il y a toute une variété d'utilisateurs qui vont appliquer. Alors du coup, je me suis amusé à faire un peu la liste des personas avec lesquels j'avais joué. D'accord? Alors souvent, pour faire des personas, on prend un rôle un peu clair et puis on rajoute un adjectif. D'accord? Donc les data scientists sont souvent experts. Alors on va dire bon, je vais le prendre un peu snob ou je sais pas, on va faire des choses comme ça. Et avec ça, on va se dire bon, ok, je lui trouve un nom, j'écris et puis idéalement, si on veut bien communiquer, on en a parlé, on affiche tout ça à droite à gauche. D'accord? C'est l'objet. Et chaque fois qu'on communique pour la création d'une feature, on utilise les personas. Donc là, on a des gens très techniques, et puis on descend jusqu'en bas, on voit pas très bien, mais ici il y a le Chief Data Officer, donc des gens qui sont dans le management, on n'en touche pas l'objet, et puis il y a plein de gens intermédiaires, un analyste, j'en ai parlé tout à l'heure, mais un analyste c'est pas très clair en fait ce que c'est. Donc bon, il y a des choses claires, des choses pas claires, il y a des gens qui veulent faire partie de l'histoire, la data science c'est tendance, d'accord? Donc il y a des gens qui savent pas ce qu'ils viennent faire, mais ils veulent quand même faire partie de l'histoire, et c'est important en fait. C'est important de savoir parler à ces gens-là, d'accord? Voilà. Donc si je devais faire des personas, en fait, je me retrouverais avec une liste très très grande. Alors bien sûr, le jeu des personas, c'est de choisir. D'accord? C'est de choisir et de limiter. Maintenant, des fois, on peut avoir un gain à ne pas choisir parce qu'il y a des dynamiques entre les personas. D'accord? C'est pas juste un persona, mais il y a des dynamiques quand on fait quelque chose de collaboratif, notamment, il y a des dynamiques. D'accord? Et aussi, quand on a quelque chose, disons, qui apparaît comme ça un peu complexe, il faut simplifier. D'accord? Alors, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi un vocabulaire commun, mais c'est pas des personnels, ça, c'est des rôles, d'accord? C'est des professions, en fait. C'est des professions qui se ramènent en partie à ce que nous on fait. Nous, ce qu'on vend, c'est des capacités souvent techniques, d'accord? Donc les gens, ils viennent faire quelque chose d'assez technique et bon. Alors c'est l'avantage de quelque chose comme ça, par rapport au persona où vous avez besoin que tout le monde lise votre papier A4, etc. C'est que tout le monde comprend ça, d'accord? Et ça a une vraie valeur. Parce qu'au fond, les personas, c'est quand même avoir du vocabulaire commun, d'accord? Pour pouvoir parler des choses. Donc ça, des fois, même des choses aussi simples que ça, peuvent remplacer. Et surtout, vous n'avez pas besoin de décrire sur ça. Les gens connaissent a priori en partie ce que c'est, d'accord? Ça, c'est un point très important. Ok. Maintenant, si on remonte un petit peu dans le temps par rapport au product management, au départ, le product manager, d'accord, ça s'appelait plutôt Brandman, donc ça c'est assez vieux, c'est vraiment au tout début. Et en fait, c'était plutôt une histoire de marketing, c'est comme ça. Et c'est beaucoup plus tard, en fait, c'est-à-dire une vingtaine d'années plus tard, qu'il y a des gens qui se sont dit, mais en fait, ramener le client dans la décision, d'accord, c'est pas seulement au niveau du marketing, mais on peut le ramener aussi au niveau de la construction, de la définition du produit. D'accord. Alors à l'époque, c'était pas encore Agile, Kanban et compagnie, c'était encore des cycles en V, mais quand même, il y avait cette idée d'aller chercher les choses. Et en fait, le persona existe des deux côtés, d'accord? Le persona, c'est vraiment, ça existe en marketing, c'est un outil standard du marketing, ça permet de faire des canaux pour accéder aux gens. Et le fait d'avoir quelque chose d'assez simple comme ça, il faut comprendre que vous pouvez sortir du produit, d'accord? Vous pouvez aller parler à des gens. Ça, tout le monde comprend ce que c'est, et même tout le monde peut se dire, ah, je rencontre un client, je rencontre un utilisateur, est-ce qu'il rentre dans une catégorie qu'on a déjà bien définie? D'accord? Ensuite, les sales, les commerciaux, quand ils vendent, si en fait le vocabulaire que vous avez mis en interne, les personas que tout le monde a appris, en fait ce vocabulaire-là, ils ne peuvent pas l'utiliser avec le client, ils ne peuvent pas construire de solution pour le client. Mais en fait, ils vont trouver un espèce de raccourci simple pour exprimer une chose similaire, et du coup, vous risquez d'avoir un espèce de décalage, d'accord, et perdre la capacité des sales à être des capteurs du réel, d'accord. Et avoir le même vocabulaire, c'est critique, d'accord, pour sentir quand on se trompe. Persona, c'est un truc qui doit évoluer avec le temps. On a des personas à un moment pour avoir un focus, et ensuite ça change. Donc ça, c'est important pour les sales, et c'est pareil avec le marketing, d'accord. Le marketing,
C'est formidable. Par exemple, on a eu des questions sur ce que c'est qu'un analyste. En fait, on en a fait un white paper, d'accord? On en a fait un white paper parce que finalement, les analystes eux-mêmes se posent la question de ce que c'est qu'un analyste. Si on ne le comprend pas, c'est que, en fait, les gens ne le comprennent pas, d'accord? Et donc, on peut faire une recherche là-dessus. Là, on va sur le terrain, on pose des questions, etc. Ça fait un white paper. Ça fait qu'il y a de la réflexion en interne. Ça fait que vous avez le marketing qui bosse pour vous pour clarifier, d'accord, ce que sont les personas. C'est super. Ok? Du coup, quand en fait, ça sert à l'alignement, d'accord? Ça sert profondément à l'alignement. Être d'accord sur ce que sont les personas avec le marketing et avec les sales, quand on a beaucoup de personas, ça permet de distribuer un petit peu l'intention qu'on va mettre dans le produit. Dans le cas de Dataiku, donc on a ces gens un petit peu au milieu, mais il y a des gens pour qui on veut être très bon techniquement. Ce qu'on leur apporte, c'est vraiment de l'usage au quotidien. On veut être les meilleurs là-dessus. D'accord? D'autres, j'ai dit, ils en font très peu. Mais par contre, ils ont besoin de rêver en voyant Dataiku. Ils ne savent pas en fait faire de la data science. Mais par contre, quand ils touchent l'objet, ils doivent avoir l'impression de finalement de pouvoir en faire, parce qu'ils auront l'impression de faire partie de l'histoire et que d'un point de vue décisionnel, quand vous faites de la vente en B2B, en fait, il y a des gens, il faut être copain avec eux, d'accord? Donc c'est critique. Et puis, non, mais je veux dire, si vous savez pas scénariser un petit peu tout le processus d'évaluation dans une vente, bien à l'intérieur de votre produit, vous déléguez ça aux sales, vous déléguez ça au marketing, mais ça va être très très dur. C'est pour ça qu'avoir un vocabulaire commun, ça va permettre d'aligner tout ça, en fait. D'accord? Et ensuite, il y a des gens, grosso modo, quand vous vendez à du B2B, on décide d'acheter votre produit, puis tout le monde doit l'utiliser. C'est pénible, hein, d'accord? C'est pénible. Alors, il y a des gens qui sont contents parce que c'est fait pour eux, mais il y a des gens, il faut quand même leur donner suffisamment de choses à manger parce qu'on les oblige. C'est pas le cœur de ce que vous faites, mais il faut faire des choses et il y a une attention à donner. D'accord? Donc, j'ai fait une petite. Deuxième point, sans doute très important. Faire des personas, c'est définir du focus, d'accord? Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais grosso modo, c'est un film de Bergman où c'est une infirmière qui s'occupe d'une femme qui ne parle pas, d'accord? Donc, elle imagine. À un moment, elle prend le contrôle sur cette femme. Ça, c'est le sujet un peu du drame. Mais grosso modo, quand on construit un persona, d'accord? C'est-à-dire qu'on se l'imagine, à un moment, on peut penser détenir la vérité. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que comme on fait beaucoup de choses en fonction de ces personas, si on implémente la méthodologie des personas, eh ben on a un risque à un moment de croire ces personas et de plus, même si on retourne sur le terrain, d'essayer de de plaquer sur la réalité des idées qu'on s'est faites, parce qu'on a mis en place toute une lourdeur méthodologique et que tout le monde est d'accord et bien aligné, etc. Donc, comment est-ce qu'on corrige ça? En fait, nous, on a des titres, on a plutôt des profils, c'est pas des personas. Mais en fait, il suffit de dire tel profil comme quelqu'un que vous connaissez. Alors du coup, ça, c'est ce qui est compliqué, c'est comment avoir des gens que tout le monde connaît, pour lesquels c'est clair. C'est ça qui est difficile, d'accord? Alors, il y a plein de manières de faire. Hein. Bon, on peut rencontrer les gens, etc. Mais alors, tout le monde doit rencontrer la même personne. Ça, c'est difficile, d'accord? On peut inviter des gens, parce qu'on les aime particulièrement, on a un rapport particulier, à venir parler à l'intérieur, à venir parler du produit en extérieur, etc. Ça va les rendre humains, on va comprendre ce qu'ils sont. D'accord, les hommes politiques, on connaît un peu leurs défauts, on les voit de temps en temps, etc. On sait un petit peu ce que ça veut dire. Mais on a aussi des astuces très simples. Par exemple, d'un point de vue opérationnel, on peut avoir besoin de certaines personnes et on peut les choisir astucieusement de façon à ce qu'ils correspondent aux personas qu'on a le plus de mal à comprendre, qu'on a le plus de mal à incarner. À Dataiku, on est plutôt très geek, très tech de manière générale. Bon, et du coup, la personne qui fait de l'Excel, c'était pas très naturel, d'accord? C'est pas trop dans nos gènes au départ. Mais on a toujours besoin de quelqu'un qui fait du Excel en interne. On peut l'embaucher, d'accord? Vous l'embauchez, vous avez quelqu'un de réel que tout le monde comprend, parce que tout le monde le connaît. C'est facile en fait. Alors après, il faut savoir convaincre la hiérarchie qu'on doit embaucher pour ces raisons-là. En tout cas, tordre un peu le profil. Vous pouvez faire des fêtes, vous pouvez, les user tests, c'est super. Les user tests pour rencontrer des gens. Et si vous en faites plusieurs avec la même personne, prenez des vidéos, vous pouvez ramener ces personnes. Et faites-en quand vous pouvez des gens un peu mythiques dans la boîte. Il y a des clients mythiques et ça va vous servir pour communiquer. Parce que ça va être vachement plus simple de dire, hey, un data scientist comme Mathieu, tout le monde connaît Mathieu. Mathieu, il bosse à l'intérieur, d'accord? C'est facile. Donc, on comprend son caractère, son niveau de technicité, tout devient naturel. Il n'y a plus besoin de personnages fictionnels, d'accord? Donc ça, c'est une astuce de tout ce travail de ramener des vrais gens et les mettre en valeur. Ce que vous récupérez, c'est vraiment
les gens comprennent pas seulement le niveau, mais ils comprennent l'émotion. D'accord? Ils vont comprendre ce qui énerve les gens. Et ça, c'est tout ce boulot-là, en fait, ça va vous permettre de ne pas faire certaines choses, parce que ça va devenir naturel pour les autres. Ça, c'est le premier point. Soyez opportuniste, donc ayez des gens en interne, ça c'est vraiment important. Et puis, en fait, si vous ne trouvez pas des gens comme ça, c'est que vous avez un problème avec vos personas. Vous avez un vrai problème. Parce que normalement, les personas, c'est des gens caractéristiques. Il y en a plein. Donc, ça doit être possible. Donc, quand quelque chose n'est pas clair, ça va se voir, vous allez pouvoir le questionner, vous allez pouvoir en parler aux autres, et ça, vous allez enrichir un petit peu tout le travail autour des personas. Donc, pour conclure, d'accord, en fait, c'est pour moi l'exercice du persona à Dataiku. En fait, ça a consisté petit à petit à tuer le caractère fictionnel, d'accord. J'utilise toujours les personas quand je dois comprendre le marché. C'est un bon exercice d'écrire les choses, ça fait toujours du bien. Par contre, quand il s'agit de communiquer aux autres, le format A4 avec le personnage fictionnel, chez moi, ça marche pas. Alors, il y a quand même une petite question, hein, c'est pas sûr. Ça dépend vraisemblablement de la taille de l'organisation. Plus on grossit, je pense, plus ça peut être dur d'avoir des gens comme ça physiques que tout le monde connaît, qui symbolisent. Et donc, peut-être en grossissant, il y aura du travail à nouveau à faire sur les personas. Et donc, c'est à voir. Pour l'instant, pas un autre état. Voilà, et c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter. Dernier point, on embauche des PM. Donc venez me convaincre que j'ai tort avec les personas. 10 minutes de questions, on n'a pas de deuxième micro, donc je vous demandais de parler assez fort et on répétera au cas où. Première question pour toi, déjà, aujourd'hui ces personas, tu parlais justement dans le process sales de faire rêver certaines personnes. Aujourd'hui, concrètement, si je prends tes personas au hasard, tu es capable de me dire dans un processus de sales ce que tu as fait pour cette personne? Alors pour la plupart, oui, il y a des personas qui sont pas présents dans les processus de sales, d'accord. Il y a des gens qui tout simplement ils sont pas dans la chaîne de décision, dans la chaîne d'évaluation. Donc pour cela, il y aura pas de choses qui ont été faites. Mais par contre, oui, tous ceux qui sont je pense dans l'évaluation longue, nous on a des cycles de vente très longs. On s'adresse à des grosses organisations où c'est un sujet relativement nouveau pour ces boîtes. Donc il y a énormément d'alignements à faire pour la boîte pour se dire qu'elle va aller pas seulement vers tel choix technologique, mais vers telle organisation, telle manière de travailler avec la data, d'accord. Et ça fait partie de notre cycle de vente. Donc, avoir des personas que tout le monde comprend, que même le client comprend, et sur lequel tu as bossé, ça simplifie le discours de vente, ça simplifie le discours de... Ouais. Et justement, on a déjà discuté il y a déjà quelques temps de tout ça. Est-ce que les clients de Dataiku, qui sont ceux qui vont acheter Dataiku, finalement, comprennent leurs propres utilisateurs? Alors, c'est une très bonne question. La réponse est sans doute non, pas totalement, en partie en tout cas. Justement, je pense que là-dessus, il y a un énorme travail à faire. Et le travail, ça peut être que dans le cycle de vente, on peut utiliser les personas de manière beaucoup plus intense. On essaie de le faire, mais on peut aller beaucoup plus loin. Ce temps-ci, on a un peu joué avec un outil qui s'appelle Four Seeds. Je ne sais pas si vous connaissez. Grosso modo, c'est des cartes où vous avez des personas, vous avez les capabilities, mince. Enfin bref, ce que fait votre outil, d'accord, vous avez rangé, et donc vous construisez des cartes avec le client, et c'est lui qui saisit des personnages, c'est lui qui saisit, donc qui définit quels sont ce que souhaitent faire ces gens-là. Il a un petit truc de démarrage, et ensuite il prend les features de votre produit. Et puis il les met devant, et puis ça lui permet de savoir s'il a couvert 20%, 80%, etc. Pas persona. Et en fait, ça lui permet de très bien définir la valeur d'une part, et surtout d'avoir un cycle de vente où on co-construit avec le client, d'accord, ce qu'il va faire. Et donc là, je pense qu'il y a un énorme boulot à faire avec les personas en vente. Donc nous, on suit une méthodologie en vente qui s'appelle Customer Centric Selling, où on construit effectivement la solution avec le client. Il y a beaucoup de temps à passer ensemble, où on est là en soutien de ces projets internes. Et là-dedans, je pense que les personas, c'est un outil super. Ouais. C'est plutôt quelque chose qui est utilisé dans le consulting en général, mais je pense que ça peut être très fort en vente aussi. Alors en fait, c'est pas, disons,
Alors, sur mes slides, à un moment, il y a énormément de personas, et puis tout d'un coup, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins, puis ils sont beaucoup plus pauvres en nature. Alors, en fait, c'est pas une décision du produit, d'accord ? C'est une décision de l'ensemble de la boîte. Ça va aussi avec des questions. Alors, il y a bien sûr des questions de compréhension du marché, et il y a aussi des questions de pricing qui sont. En fait, quand on fait un business comme le nôtre, le pricing, il faut qu'il soit compris par le client. Il faut qu'il soit simple. Dites, je vends en fonction du nombre de users et j'ai tant de types de users. D'accord ? Et donc, la vente va avoir son avis, d'accord, à dire sur la définition de ce que sont les personas, parce que ils vont sentir chez le client que c'est ça qu'il comprend. D'accord ? Et en fait, un client, il comprend pas effectivement tous les personas, mais si vous avez des personas qui sont absolument incompréhensibles, vous êtes à côté. D'accord ? Alors, le problème, c'est qu'il y a des personas difficiles comme les analystes que le client ne comprend pas bien et que nous, on ne comprend pas bien non plus. D'accord ? Et là, vous êtes dans une zone de flou. Vous êtes dans une zone de flou un peu compliquée. Et ben, si vous êtes dans une zone de flou, gardez-la. Je le dis. Enfin, je veux dire, des fois, le flou, il faut vivre avec. Je veux dire, si personne ne comprend, je veux dire, ça fait partie du persona d'être un truc flou, qui est contraire à... Enfin, moi, c'est ce que je dirais. Difficile en même temps si c'est flou, d'utiliser le persona comme manière d'avoir un focus sur une feature du produit. Si, alors en fait, on fait du machine learning, donc on s'est amusé à faire du clustering, c'est-à-dire de la segmentation en fonction des usages, pour voir un petit peu si ça recouvrait. Et nos personas sont évidemment un peu faux, d'accord ? Faux, c'est-à-dire que les gens font autre chose que ce qu'ils disent. On ne s'étonne pas, mais c'est pas grave. Pas grave, parce que quand on parle avec des mots. La validation par les actes, c'est autre chose. D'accord ? Ça n'a pas d'importance. Si, on s'en sert. C'est-à-dire que, grosso modo, donc il y a plein de features pour des gens différents. Donc les features, elles sont orientées plutôt pour le dev, plutôt pour l'analyse, à chaque fois on fait des choix, d'accord ? Bien sûr, on a un socle commun qui est partagé par tous ces utilisateurs. Mais quand on construit quelque chose, on va dire non mais ça, quelqu'un comme Gaël, elle comprendrait pas, d'accord ? Donc je sais pas, un tableau user comme Gaël, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc je veux dire, on s'en sert beaucoup en fait. On s'en sert pour justement mesurer d'un point de vue de valeur, d'un point de vue de compréhension, d'un point de vue d'émotion, ce qu'on fait. Alors oui et non. Le meilleur exemple, c'est par exemple les salles de sport. Les gens s'inscrivent, d'accord, et n'y vont pas. Non, mais c'est vrai. Et en fait, si tu es product manager d'une salle de sport, vraisemblablement, tu vas être attentif à ceux qui viennent aient une expérience positive de façon à ce qu'ils la racontent à tout le monde, d'accord. Mais en même temps, tu vas profiter du fait que les gens viennent pas, d'accord. Donc c'est pas si grave au fond. Par contre, tu as une promesse, d'accord. Tu as une promesse là qui est le produit qu'on vend, il est censé faire certains trucs techniques avec la data, d'accord. Et ça, à un moment, si tu veux avoir des retours positifs, il faut savoir le faire pour de vrai. Donc là, effectivement, tu as quelques personas où tu dis, pour eux, je fais un boulot juste incroyable. Bah oui, c'est ça. Ouais. T'as deux personnes. En vrai, tu as deux personas. Ouais. Mais je veux dire, quand on parle comme ça, alors effectivement, dans le travail, tu as deux personas, mais souvent, quand tu le simplifies, c'est caractérisé par juste quelqu'un qui. Je pense à deux sports. Je suis pas un bon exemple. Mais...